Aujourd'hui, il y a différentes choses. Il y a un prix du carbone sur le marché européen des permis, qui est un prix très faible, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Europe a bénéficié d'un certain nombre de mesures qu'on appelle sans regret, c'est-à-dire des réductions d'émissions qui ne coûtent rien, parce qu'elles se traduisent en fait par des économies d'énergie et donc des économies d'argent. Parce qu'aussi l'Europe a eu une croissance économique un peu moins rapide que prévu et que donc le nombre de permis distribués n'a pas forcément été utilisé parce que l'activité était un peu moins forte que prévu. Mais de toute façon, ce prix aujourd'hui du carbone, il ne reflète pas la valeur sociale du carbone. C'est-à-dire qu'il est sans commune mesure avec le dommage que génère aujourd'hui et surtout à terme une tonne de CO2 émise. Donc on sait qu'il faudrait converger idéalement vers un prix du carbone qui tourne autour de 100 $ par tonne de CO2. Ce prix, effectivement, on peut lui appliquer, comme on le fait sur le PIB, une sorte de parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire dire ce prix n'a pas vocation à être le même dans des pays développés et dans des pays en développement où le niveau de richesse n'est pas le même. C'est évident. Maintenant, le compromis aujourd'hui entre justice et efficacité, il est dans le fait qu'aujourd'hui ce sont les pays du Nord qui, dans le cadre de Kyoto, s'étaient engagés à réduire leurs émissions, et les pays du Sud qui n'avaient pas d'autre engagement que de permettre aux pays du Nord de venir faire chez eux, à travers le mécanisme de développement propre, des réductions d'émissions. Là, on va vers un accord qui aussi concerne les pays en développement les plus importants en termes d'émissions, à savoir l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, les économies en transition de l'Est, peut-être demain le Mexique, l'Amérique centrale et d'autres pays d'Amérique du Sud. Il faut effectivement qu'on rentre maintenant rapidement dans un contrôle des émissions par ces pays, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on veut atteindre les 2 degrés, les choses sont assez simples, on n'a pas le droit d'émettre plus que 15 fois ce qu'on a émis en 2014, et ensuite 0. C'est ça les 2 degrés. Donc il faut maintenant très rapidement converger vers une réduction mondiale des émissions, et donc on est obligé aussi de faire en sorte que les pays du Sud, quels qu'ils soient, s'engagent vers une dynamique de contrôle, puis de réduction de leurs émissions. Voilà. Après, on peut profiter des transferts de technologie pour que ça se fasse à moindre coût. Il y a aussi un gros avantage des pays du Sud, c'est que pour beaucoup, il y a des infrastructures qui sont à construire. Et donc on a une énorme marge de manœuvre en termes de est-ce que je crée une économie qui dépend des énergies fossiles, comme ça a été le cas des économies européennes, par exemple, dans leur reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce que je profite de cette opportunité de création de ces infrastructures, de transport, d'énergie, etc., pour tout de suite aller vers un monde bas carbone. Encore une fois, c'est plus cher au départ, mais c'est souvent rentable à l'arrivée. Donc la question, elle est comment je finance le plus cher au départ, et là il peut effectivement y avoir des accords entre les pays du Nord et les pays du Sud sur les modes de ce financement de ces infrastructures sans carbone.